2 chiffres ont soudain bouleversé la savane burkinabé. La baisse des insectes puis la montée des dégâts ont révélé une contradiction inattendue au cœur du projet. Que signifie pour vous le pari d'Ibrahim Traoré dans cette expérience? Une issue reste encore floue. Les promesses entourant cette initiative reposent sur un enjeu simple: transformer une idée audacieuse en une stratégie capable de tenir face aux réalités du terrain. Derrière les premières images de villages soulagés et de champs soudain moins ravagés, se cache une question plus profonde, liée à la capacité d'un pays à réinventer ses propres solutions sans dépendre d'acteurs extérieurs. L'intérêt majeur du projet, pour ses défenseurs comme pour ses critiques, réside dans son potentiel à devenir un modèle reproductible, plutôt qu'un simple épisode isolé. La valeur réelle de l'expérience apparaît dans la possibilité d'un bénéfice durable pour les communautés rurales, une réduction mesurable des nuisibles, une amélioration progressive de la fertilité du sol et l'émergence de nouvelles filières économiques. Mais cette promesse ne vaut que si la gestion reste maîtrisée, car l'équilibre entre avantages agricoles et pression écologique demeure fragile. La portée du projet dépasse alors l'agriculture et rejoint une zone où se joue souveraineté, innovation locale et résilience collective. 3 notions qui détermineront son avenir. Les premiers relevés de terrain ont surpris les enquêteurs. Dans certaines zones, les ravages causés par les nuisibles avaient chuté de 40 à 50%, un niveau jamais observé depuis des années. Un second constat, tout aussi inattendu, montrait qu'à Kaya, la production de mil avait bondi d'environ 30%, créant une attente fébrile dans les villages qui espéraient un tournant réel. Ces résultats préliminaires ont offert à Ibrahim Traoré un argument concret pour affirmer que l'initiative n'était pas un simple pari, mais une tentative structurée de retrouver une forme de souveraineté agricole. Pourtant, la dynamique initiale ne racontait qu'une partie du tableau. Le Burkina Faso traversait déjà une longue période de sécheresse, d'insécurité alimentaire et de dépendance chronique envers les importations, si bien que toute amélioration, même localisée, provoquait un écho disproportionné. Les agriculteurs, habitués aux pertes cycliques causées par les criquets et divers insectes, voyaient dans ces oiseaux rapides et résistants une réponse naturelle aux attaques répétées. Mais derrière la phase d'euphorie s'annonçait une tension que peu avaient anticipée. L'augmentation continue du nombre d'autruches, d'abord perçue comme un signe d'adaptation réussie, a rapidement révélé une fragilité structurelle. Une fois sorties des zones prévues, elles piétinaient des parcelles entières, comme ce fut le cas à Bobo, où près de 20 derisières furent endommagées. Les déplacements des oiseaux vers les habitations accentuaient encore la pression sur les communautés rurales. Parallèlement, la question des coûts commençait à émerger. La gestion, la régulation et la création de zones dédiées exigeaient plus de moyens que prévu, obligeant les autorités à revoir les budgets et à envisager des équipes spécialisées. Si les premiers bénéfices demeuraient indéniables, la viabilité à long terme dépendait désormais de la capacité à équilibrer les avantages agronomiques et les risques écologiques. Ce glissement progressif, du succès rapide au défi systémique, définissait la véritable portée de l'expérience et conditionnait sa suite. Dans les villages les plus exposés, les premiers récits ont servi de fil conducteur pour comprendre comment l'initiative se déployait réellement sur le terrain. À Kaya, un agriculteur expliquait que les nuits autrefois rythmées par les bruissements inquiétants des criquets semblaient s'apaiser depuis l'arrivée des autruches. Ce témoignage, repris par plusieurs chercheurs présents lors des observations initiales, décrivait une atmosphère nouvelle où les cultures n'étaient plus systématiquement ravagées au lever du jour. Les autruches, en traversant les parcelles avec une régularité presque mécanique, éliminaient quantité de parasites et redonnaient une marge de respiration aux exploitations fragilisées. Dans un autre hameau, plus proche de zones de pâturage improvisées, le même type de soulagement se lisait dans les propos des familles. Les villageois, longtemps habitués à des récoltes incertaines, évoquaient une forme de regain, comme si un cycle prolongé d'échecs se rompait temporairement. Ce tableau positif, amplifié par les premiers chiffres encourageants,
alimentait la conviction qu'Ibrahim Traoré avait ouvert une brèche dans le modèle de dépendance qui pesait sur le pays. Mais ces impressions, si fortes soient-elles, révélaient aussi la fragilité du dispositif, car chaque avantage restait suspendu à un équilibre précaire. La mobilité des oiseaux, la capacité des équipes locales à canaliser leurs déplacements et la réaction des sols face à cette activité inhabituelle. À mesure que les retours affluaient, l'idée centrale se précisait. La réussite du projet dépendait autant des comportements animaux que de la coordination humaine. Et c'est précisément dans cette zone de tension que se jouait son avenir immédiat. L'enchaînement des faits commence avec une décision. Libérer les autruches dans la savane afin de lutter contre la faim et les parasites sans attendre l'aide extérieure. Ce geste, porté publiquement par Ibrahim Traoré, a servi d'élément déclencheur. Les premières semaines ont montré un terrain transformé. Les oiseaux couraient librement, traçaient des sillons rapides entre les cultures, forçaient les criquets à se disperser et réduisaient la pression sur les récoltes. Les agriculteurs y voyaient un souffle nouveau. Les familles se rapportaient que les insectes déjà redoutés semblaient battre en retraite. La baisse de 40 à 50% des ravages dans plusieurs zones renforçait encore l'espoir. Cette phase d'euphorie a constitué le véritable point d'activation. Les médias locaux ont relayé les images des autruches en mouvement. Les observateurs étrangers ont salué une expérimentation audacieuse. Les équipes gouvernementales, encouragées par les premiers chiffres, ont commencé à suivre les troupeaux et à documenter les réactions du sol. Les villages impliqués décrivaient un quotidien plus calme, des nuits moins rythmées par les nuisibles et une forme de respiration retrouvée. La hausse de 30 de la production de mil à Kaya devenait un symbole que tout le pays regardait. Mais cette trajectoire, initialement ascendante, a rapidement basculé vers une zone plus instable. Le point de montée est survenu lorsque les autruches, plus nombreuses qu'anticipées, ont commencé à sortir des zones prévues. Leur vitesse, leur force et leur capacité à se déplacer en groupe ont transformé un outil agricole en une difficulté logistique. Les oiseaux ont piétiné des parcelles entières. À Bobo, environ 20% des rizières ont été détruites. Dans d'autres hameaux, ils se sont approchés des habitations, perturbant la vie quotidienne et exigeant une vigilance constante. Les habitants parlaient d'une apocalypse des autruches. Les chaînes internationales, alertées par les images virales, ont amplifié la situation et fait monter la pression sur l'exécutif. Les critiques se sont alors intensifiées. Certains voyaient dans l'initiative une tentative désespérée. D'autres dénonçaient un manque d'anticipation. Malgré les voix opposées, Ibrahim Traoré a refusé de reculer. Ce refus a contribué à pousser l'événement vers son point de tension maximale, la création d'unités spécialisées pour encadrer la population d'autruches. Le gouvernement a établi de nouvelles zones de pâturage, réévalué les budgets, renforcé les contrôles et esquissé une stratégie de régulation. La décroissance du cycle commence à partir de cette réorganisation. Les efforts pour gérer la reproduction, redistribuer les groupes d'oiseaux et réduire les dommages ont redonné une certaine stabilité. Parallèlement, l'industrie émergente de la viande, des œufs et du cuir a commencé à générer des revenus. Des emplois sont apparus dans les filières de transformation. Les exportations ont gagné en visibilité. Des agriculteurs, autrefois sceptiques, reconnaissaient des améliorations dans certaines zones. Les experts agricoles suivaient le programme afin de comprendre comment une initiative naturelle pouvait évoluer en modèle hybride, mêlant intervention humaine et dynamique animale. Le cycle se conclut sur une tension persistante. Le projet fonctionne, mais sous condition. L'avenir dépendra de la capacité à maintenir l'équilibre entre avantages agricoles et risques écologiques. La trajectoire initiale, faite de succès rapides puis de perturbations brutales, laisse aujourd'hui place à un chantier exigeant où chaque décision comptera. L'évaluation du projet s'est structurée autour d'un enchaînement clair. Établir une base, mesurer la variation, puis relier les effets aux dynamiques observées sur le terrain. La baseline reposait sur des années de pertes agricoles liées aux criquets,
et autres nuisibles. Un phénomène cyclique qui fragilisait les villages et entretenait la dépendance alimentaire. Le delta, lui, s'est révélé dès les premières semaines, lorsque les autruches ont fait chuter les infestations dans plusieurs zones de 40 à 50%. Un recul suffisamment marqué pour attirer l'attention des experts. Cette baisse indiquait une rupture nette avec les schémas de dégradation habituels. Un second indicateur venait corroborer cette dynamique. À Kaya, l'un des premiers villages impliqués, la production de mil avait augmenté d'environ 30%. Cette hausse traduisait concrètement l'effet cumulatif du contrôle naturel des insectes. Les habitants décrivaient l'Ouarstic avec des parcelles plus denses, moins endommagées, et une récolte qui semblait renouer avec un niveau oublié depuis des années. Pour de nombreuses familles, cette progression représentait bien plus qu'un chiffre. C'était un signal qu'une forme de stabilité agricole pouvait revenir. Le troisième indicateur, à l'inverse, soulignait les risques qui se développaient en parallèle. À Bobo, environ 20 des rizières avaient été piétinées par des autruches ayant quitté les zones prévues. Cette perte révélait la difficulté à contrôler une espèce rapide et imprévisible. Les habitants avaient vu les oiseaux s'aventurer trop loin, traverser les canaux d'irrigation et endommager des portions entières de culture. Ce contraste, des gains mesurés d'un côté, des destructions inattendues de l'autre, créait une lecture nuancée de l'expérience. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres formaient un tableau complexe. Les avantages initiaux étaient réels, mais les défis se faisaient sentir avec une intensité croissante. Les équipes gouvernementales, conscientes de l'enjeu, ont commencé à suivre systématiquement les déplacements des autruches, établissant des relevés quotidiens, documentant les zones sensibles et cherchant à anticiper les trajectoires. Le coût de gestion augmentait, car canaliser ces oiseaux exigeait une organisation précise, des zones de pâturage adaptées et des mécanismes de reproduction contrôlés. Parallèlement, les chercheurs analysaient la fertilité du sol. Même si aucune donnée chiffrée supplémentaire n'était avancée, les retours de terrain mentionnaient un mieux apparent lié à la réduction des nuisibles et à la diminution de l'érosion sur certaines parcelles. Cette observation partielle renforçait l'idée qu'un modèle hybride entre intervention humaine et dynamique animale pouvait fonctionner, mais uniquement dans un cadre strictement maîtrisé. Ces éléments quantifiés, bien qu'encourageants, ne suffisaient pas à trancher. Les données positives se concentraient sur les ravages réduits et la hausse de la production, tandis que les données négatives pointaient vers la gestion complexe et les risques écologiques. La question, désormais, n'était plus de savoir si le projet avait un impact, mais si ce même impact pouvait être stabilisé, prolongé et mis à l'échelle sans provoquer de dommages supplémentaires. La réponse dépendrait autant de la capacité à contrôler les autruches que de la volonté politique d'investir durablement dans un dispositif exigeant. Deux positions se sont progressivement imposées parmi les observateurs, chacune bâtie sur des arguments cohérents. D'un côté, les défenseurs du projet soulignaient que les résultats initiaux démontraient une amélioration réelle de la situation agricole. La réduction de 40 à 50% des nuisibles représentait pour eux un tournant mesurable, susceptible de rendre au village une part de leur stabilité alimentaire. Ils rappelaient également que les gains observés à Kaya, une hausse d'environ 30% de la production de mil, constituait un exemple concret de ce que l'initiative pouvait offrir lorsque les conditions s'alignaient. Pour ses partisans, la démarche reposait sur une logique simple. Utiliser une ressource naturelle locale plutôt que de dépendre de solutions coûteuses ou importées. À leurs yeux, une telle approche renforçait l'autonomie et ouvrait la voie à de nouvelles activités économiques, notamment dans la viande, les œufs ou le cuir d'autruche. En face, les critiques développaient une lecture différente des mêmes événements. Ils estimaient que les destructeurs incidents de Bobo, environ 20% des rizières piétinées, démontraient les limites fondamentales d'un projet difficile à maîtriser. Selon eux, la croissance incontrôlée de la population d'autruches traduisait une absence d'anticipation dans la planification initiale, et les risques de perturbations écologiques
dépassaient largement les bénéfices enregistrés au départ. Ils insistaient aussi sur l'augmentation des coûts de gestion. Créer des zones dédiées, réguler les déplacements et réduire les dommages nécessitait des ressources que le pays devait constamment réallouer. Pour ses opposants, la question n'était pas de nier les avantages, mais de reconnaître la fragilité d'un dispositif qui repose sur un équilibre mouvant. La réponse la plus solide se situe entre ces deux lignes. Les données montrent en effet que les autruches ont contribué à réduire les nuisibles et à améliorer certaines récoltes, mais elles montrent aussi que le projet n'a pas encore trouvé son cadre stable. Une lecture rigoureuse indique que ni l'enthousiasme ni le scepticisme ne suffisent. Seule une régulation stricte et continue permettra de déterminer si les gains peuvent perdurer sans entraîner de nouvelles pertes. Un tournant silencieux apparaît. À ce stade, l'évolution du projet ne pouvait plus être interprétée uniquement comme une expérimentation agricole audacieuse. Les données encourageantes du début avaient déjà attiré l'attention des scientifiques. Mais c'est l'étape suivante, la création d'un modèle hybride mêlant nature et intervention humaine, qui a marqué le véritable milieu du récit. L'initiative, devenue plus qu'un simple test, montrait que seule une gestion rigoureuse pouvait éviter le déséquilibre que la croissance rapide des autruches avait déclenché. Ibrahim Traoré, confronté aux critiques, avait réagi en renforçant les équipes spécialisées et en redéfinissant les zones de pâturage afin d'empêcher les oiseaux de déborder sur les cultures sensibles. Cette réorganisation discrète mais décisive offrait une nouvelle perspective. Le projet pouvait évoluer, non pas en supprimant les risques, mais en les contenant de manière stratégique. Certains villages commençaient à percevoir cette transition, observant que les dégâts diminuaient lorsque les troupeaux étaient mieux répartis. C'est précisément ce changement d'approche qui constitue le cœur du Midpoint. Le projet n'était plus une idée brute. Il devenait un système adaptable, où chaque ajustement révélait une leçon cruciale pour la suite. Les premiers effets concrets du projet se sont répartis en 4 zones d'impact distinctes, chacune révélant un pan essentiel de ce que l'initiative pouvait transformer ou fragiliser selon la manière dont elle était gérée. Dans les campagnes, de nombreux agriculteurs ont observé les bénéfices immédiats liés à la réduction des nuisibles. Les parcelles étaient moins ravagées et certaines récoltes retrouvaient un niveau plus stable, comme à Kaya où la hausse de 30% du mil renforçait l'idée d'un retournement possible. Cependant, la situation demeurait contrastée. Dans plusieurs zones, les autruches sortant des limites prévues ont piétiné certaines cultures, notamment à Bobo, où près de 20% des rizières ont été endommagées. L'impact agricole se retrouvait donc double, oscillant entre amélioration et fragilité. L'émergence d'une filière autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche a ouvert des perspectives nouvelles. Des emplois artisanaux et agricoles se développaient, donnant une valeur supplémentaire à une ressource jusque-là inexploitée. Les partisans du projet soulignaient que cette diversification économique représentait une autonomie accrue, en ligne avec la vision prônée par Ibrahim Traoré. Pourtant, la croissance de ces activités dépendait directement de la capacité à réguler le nombre d'autruches. Sans maîtrise, les coûts de gestion risquaient de neutraliser les revenus générés. Dans les villages, les habitants ressentaient fortement les contradictions du dispositif. D'un côté, la baisse du bruit nocturne causé par les insectes nuisibles provoquait un soulagement réel. De l'autre, les incursions d'autruches près des habitations créaient des inquiétudes, particulièrement dans les communautés où les déplacements des oiseaux devenaient imprévisibles. Cette tension quotidienne illustrait la difficulté d'un modèle fondé à la fois sur l'animal et sur l'humain, où chaque déséquilibre créait un effet domino sur la vie locale. Au-delà du Burkina Faso, l'expérience attirait l'attention de plusieurs pays africains. L'initiative d'Ibrahim Traoré devenait un exemple débattu, certains y voyant un symbole de souveraineté retrouvée, d'autres une preuve des limites de solutions naturelles non régulées. Les médias internationaux, en relayant l'apocalypse des autruches, amplifiaient la portée géopolitique du projet. Cette exposition renforçait la pression sur le gouvernement burkinabé.
tenu de démontrer que le modèle pouvait fonctionner sans dérive. À travers ces 4 lignes d'impact, une même idée se dessinait. Le projet offrait de réels bénéfices, mais seulement dans un cadre strictement maîtrisé. Sans régulation constante, chaque avantage pouvait se retourner contre lui-même. 3 trajectoires possibles se dégagent pour les mois à venir, chacune reflétant un équilibre différent entre gestion, régulation et capacité d'adaptation. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir avec certitude, mais à tracer les directions plausibles qu'un système encore jeune pourrait emprunter. Ils reposent sur les dynamiques déjà observées, les gains initiaux, les perturbations créées par la croissance incontrôlée des autruches et les ajustements amorcés par les équipes de terrain. Dans cette configuration, les mécanismes de régulation mis en place continuent de s'affiner. Les zones de pâturage sont mieux réparties, les déplacements des autruches deviennent plus prévisibles et les incidents sur les cultures diminuent progressivement. Les villages constatent une amélioration régulière, notamment dans les zones déjà marquées par la baisse des nuisibles. Les filières économiques associées à la viande, aux œufs et au cuir gagnent en solidité. L'expérience devient un exemple structuré que d'autres pays pourraient observer pour s'inspirer d'un modèle naturel maîtrisé. Ici, les ajustements fonctionnent partiellement. Certaines zones bénéficient d'une réduction durable des parasites, mais d'autres continuent de subir des dégâts liés aux mouvements difficiles à contrôler. Les villages proches des limites de pâturage doivent composer avec des risques récurrents. L'économie locale progresse par à-coups, avec des secteurs qui prospèrent tandis que d'autres stagnent. Cette trajectoire traduit un système utile mais exigeant, où chaque amélioration nécessite un effort continu pour éviter les dérives. Dans le cas le plus tendu, les autruches continuent de se multiplier au-delà de la capacité de régulation. Les dégâts sur les cultures augmentent, les coûts de gestion explosent et les communautés rurales subissent un stress croissant. Les filières économiques associées perdent en viabilité, freinées par des dépenses imprévues. Le projet, au lieu d'apporter une stabilité agricole, devient une source de perturbations durables. Pour de nombreuses familles rurales, les premiers mois de cette initiative ont représenté bien plus qu'un simple ajustement agricole. Le soulagement né de la baisse des nuisibles a offert un espace de respiration longtemps absent, rappelant que des solutions locales pouvaient réellement transformer le quotidien. Dans ces communautés, l'expérience a mis en lumière l'idée qu'une amélioration, même partielle, pouvait suffire à restaurer un sentiment de maîtrise sur les cycles naturels qui influencent leur récolte. Du côté des jeunes actifs et des entrepreneurs locaux, l'apparition de nouveaux débouchés économiques a ouvert une fenêtre d'opportunité. Les filières liées à la viande, aux œufs ou au cuir d'autruche constituaient un terrain que beaucoup n'avaient jamais envisagé. Pour eux, l'initiative montrait que l'innovation pouvait émerger d'éléments déjà présents dans l'environnement, sans nécessairement dépendre d'acteurs extérieurs. Cette perception renforçait une forme de confiance collective, même si elle demeurait liée à la capacité du système à rester stable. Pour les observateurs urbains, plus éloignés du terrain, ce projet révélait surtout la complexité de toute transformation à grande échelle. Ils pouvaient y voir un modèle d'audace, mais aussi un avertissement sur les limites de solutions naturelles lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une stratégie stricte de régulation. Ce regard plus analytique soulignait que chaque avantage agricole pouvait entraîner une tension inattendue et que la réussite dépendait autant de la coordination humaine que du comportement des autruches. Ces 3 groupes, ruraux, entrepreneurs et observateurs urbains, illustrent finalement la diversité des impacts produits par l'expérience. Chacun y trouve un élément qui le concerne directement, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, d'opportunités économiques ou de réflexion sur les modèles de développement. Le prolongement du projet dépend désormais d'un ensemble d'actions coordonnées, pensées pour stabiliser ce qui fonctionne et encadrer ce qui menace l'équilibre général. Pour Ibrahim Traoré, cette phase représente l'étape la plus déterminante. Transformer une expérimentation fluctuante en un système durable. Étape 1. Réguler strictement les zones de déplacement.
Les autorités locales doivent définir des périmètres précis où les autruches peuvent circuler sans risque pour les cultures sensibles. Cette mise en place doit se faire dans les mois à venir, avec un suivi hebdomadaire assuré par des équipes villageoises formées. La mesure d'efficacité repose sur la diminution observable des incidents comparables à ceux de Bobo. Étape 2. Encadrer la reproduction pour maintenir un volume maîtrisable. Une équipe spécialisée doit surveiller le nombre d'autruches, établir un seuil de population et ajuster les naissances selon la capacité réelle des zones agricoles. L'évaluation se fera tous les 2 mois, en comparant les niveaux de pression sur les parcelles. Étape 3. Soutenir les communautés rurales grâce à des programmes pratiques. Les agriculteurs doivent recevoir une formation sur l'observation des troupeaux, l'identification des risques et la communication rapide avec les équipes de régulation. Ce chantier doit commencer immédiatement, car il s'agit du premier rempart contre les débordements. Le succès se mesurera par la réduction du nombre de signalements urgents. Étape 4. Structurer les filières économiques liées aux autruches. Les activités autour de la viande, des œufs ou du cuir doivent être organisées pour éviter des expansions déséquilibrées. L'objectif est de stabiliser les revenus tout en évitant que l'économie locale ne dépende trop fortement d'une ressource encore incertaine. En combinant ces actions, le projet pourrait enfin trouver sa zone d'équilibre, là où la nature et la gestion humaine avancent ensemble sans se contredire. Dans les villages où tout avait commencé, les agriculteurs se souvenaient encore des premières nuits plus calmes, quand les nuisibles reculaient et que les récoltes semblaient enfin respirer. Cette image simple, celle d'une communauté retrouvant un peu de maîtrise sur sa terre, revient aujourd'hui comme un fil conducteur pour comprendre ce que l'initiative a réellement changé. Au-delà des chiffres, des débats ou des ajustements techniques, c'est bien cette sensation fragile, celle d'un avenir qui se rouvre, qui marque durablement ceux qui ont observé les premières transformations. Dans cet entrelac d'espoir et d'incertitude, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme celle de quelqu'un qui a osé agir dans un contexte où l'immobilisme semblait plus sûr. Les familles, témoins directs des hauts et des bas du projet, portent désormais un regard plus nuancé. L'audace peut soulever de nouvelles forces, mais elle exige une vigilance constante. La tension entre promesses et difficultés devient alors le cœur émotionnel du récit. Une idée peut tout déplacer. Et c'est peut-être précisément ce que cette expérience rappelle. Même imparfaite, une initiative portée par une volonté de transformer le quotidien peut tracer un chemin que personne n'imaginait encore quelques mois plus tôt. À l'heure où cette histoire touche à sa fin, quelque chose demeure suspendu. La conviction que des initiatives venues du terrain peuvent parfois redessiner silencieusement la manière dont un pays affronte ses défis. Le projet des autruches n'est ni un triomphe simple, ni un échec total. Il devient un miroir où chacun peut voir la tension réelle entre fragilité et résilience. Les villages, les jeunes entrepreneurs, les observateurs lointains, tous y trouvent un reflet qui les concerne, une parcelle d'avenir qui interroge leur propre rapport à la transformation. Ce récit ouvre alors une porte plus large, celle des initiatives locales capables de naître malgré les incertitudes, de grandir malgré les obstacles et de façonner, parfois, une nouvelle manière de penser l'indépendance. Une porte qui invite davantage à réfléchir qu'à juger, davantage à comprendre qu'à conclure.